Avignon, c'est Babylone, l'enfer des vivants, la sentine des vices, l'égout de la terre. Alors que la résidence du souverain pontife en aurait dû faire le sanctuaire de la religion. Pétrarque. « 2000 ans d'histoire. Le 9 mars 1309, alors qu'il était de passage dans la région, un pape français, Clément V, décidait de s'installer provisoirement à Avignon. Il venait sans le savoir de choisir la ville dont ses successeurs ont fait pendant 100 ans la capitale de la chrétienté. Mais cela, Clément V l'ignorait. Il n'était venu à Avignon que pour y attendre les travaux d'un concile qui allait interdire l'ordre des Templiers. 5 ans plus tard, le 18 mars 1314, alors que Clément V était encore à Avignon, le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, était brûlé vif à Paris sur ordre de Philippe le Bel. On a dit que sur son bûcher, Jacques de Molay était mort en maudissant le pape, le roi de France et son principal conseiller, Guillaume de Nogaret. Un mois plus tard, on annonçait à Philippe le Bel la mort du premier pape d'Avignon. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite, apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Le pape Clément, il vous doit beaucoup. C'est vous qui l'avez fait élire et installer en Avignon. Sire, le pape Clément est mort. Quand a-t-il passé? Voilà 6 jours francs. Dans la nuit du 19 au 20. 1 mois après. Oui, sire. 1 mois après. Jean Favier, bonjour. Bonjour. Alors c'était bien sûr un extrait des Rois maudits d'après Maurice Druon. Il faut rappeler quand même qu'il s'agit d'une fiction, même si elle est très réussie. Absolument. Nogaret était mort avant. Nogaret était déjà mort. Clément V, inévitablement, serait mort dans ces moments-là. C'était quand même déjà un homme malade, un homme fatigué. Le roi de France, vous le savez, est mort d'un accident. En définitive, je serais tenté de dire que Molay n'a certainement pas prononcé ces phrases plus célèbres qu'authentiques, mais qui est certainement mort en se disant c'est Dieu qui me jugera. Alors elles sont si célèbres d'ailleurs qu'on oublie une chose, c'est que Clément V, outre le fait qu'il a interdit, c'est pas lui qui a condamné Jacques de Molay, mais qu'il a interdit l'ordre des Templiers, Clément V, on oublie qu'il a été le premier des papes d'Avignon. Alors ces papes auxquels vous venez de consacrer un livre qui a été publié chez Fayard, et dont je voudrais qu'on rappelle un peu l'histoire, qui s'étale sur une centaine d'années. Pourquoi le premier d'entre eux, Clément V justement, s'est-il un jour installé à Avignon, Jean Favier? Vous dites que c'est un peu par hasard, en fait. C'est le résultat des circonstances. Clément V est Bertrand de Gaulle est archevêque de Bordeaux, il n'est pas cardinal, on l'élit pape, les cardinaux qui l'élisent pape lui font savoir qu'il n'est pas urgent qu'il vienne en Italie. Pourquoi? Parce qu'en Italie, la situation politique est très difficile, en particulier à Rome, que les clans, les Orsini, les Colonna, les Caetani ne cessent de se faire la guerre dans les rues, et que Rome est une ville très difficile pour y exercer un gouvernement serein. C'est pas par hasard que les papes précédents, il y en a au moins 2 qui n'ont jamais mis les pieds à Rome de tout leur pontificat. Les papes étaient beaucoup plus à Viterbe, à Pérouse, à Orvieto. Oui, et puis ils étaient itinérants un peu d'ailleurs comme les souverains. Non seulement itinérants, mais ils séjournaient longtemps ailleurs et pas à Rome. Par conséquent, le séjour de Rome n'est pas tentant pour le pape qui vient d'être élu. Il est français. Rappelons-le, il est quand même le vassal du roi d'Angleterre. Sa famille, ce sont des grands barons de la Guyenne, oui, parce qu'il est bordelais, gascons, et ces gascons se sont aussi fortement liés au plantage des cours capétiens.
Alors, comme il a affaire dans le royaume de France, qu'il faut en finir avec l'affaire des Templiers, qu'il y a pas mal d'autres problèmes à régler, notamment la réforme de l'Église, et puis la croisade peut-être à reprendre. Alors il dit, on ira plus tard à Rome, mais dans l'immédiat, restons là. Et il s'installe à Avignon, c'est-à-dire hors de France, mais il faut bien le dire, à portée de la France. Hors de France à l'époque. C'est même hors du La frontière est au Rhône. Voilà. C'est même hors du comtat venessin, qui est de l'autre côté du Rhône, qui, lui, en revanche, est un territoire pontifical. La capitale du comtat venessin, c'est Carpentras. Et ça avait été Pernes-les-Fontaines avant. Et Avignon ne sera jamais la capitale du comtat venessin. Il faudra en arriver à la Révolution française pour qu'Avignon devienne le chef-lieu du département de Vaucluse. Alors il est là parce qu'il y a aussi un concile qui se réunit à Vienne, au sud de Lyon, pour régler le sort des Templiers. Qui doit se réunir. Ils vont être interdits. C'est Philippe le Bel, en fait, qui a quand même nommé... Philippe le Bel veut qu'on y voit clair. Oui. Il a demandé une enquête. Et Clément V a beaucoup de qualités, c'est un grand juriste, mais c'est un velléitaire. Et chaque fois qu'on lui dit, il faudrait y voir clair dans l'affaire du Temple, il dit, on va voir. Et il ne le fait pas. Et un beau jour, on est devant un problème que connaissent les justices de tous les temps, c'est-à-dire qu'on essaie de créer le fait accompli de manière à ce qu'on y voit clair. Philippe le Bel fait arrêter les Templiers, non pas les considérant comme coupables, mais parce qu'il veut savoir s'ils le sont. Et Clément V n'en sortira jamais. Ce qui fait qu'à la fin, c'est Philippe le Bel qui pousse. Sinon, à une condamnation qui est impossible, mais à tout le moins, à la suppression d'un ordre qui a été cause de scandale, et qui était discrédité parce qu'il n'avait plus sa raison d'être. Dès lors que le Temple était devenu une puissance financière, était devenu une association bancaire, si je puis dire, et ne s'occupait plus de ce qui se passe en Orient, les gens ont laissé tomber la cause du Temple. Personne ne les a défendus. En tout cas, donc, le grand maître meurt en 1314, la même année que Clément V, la même année que Philippe le Bel, mais Philippe le Bel, dont les successeurs veulent aussi faire élire un pape français pour succéder à Clément V, ce qu'ils vont faire avec des méthodes, disons, pas très catholiques. J'ai évité jusqu'à ce jour qu'on élise un pape italien. Je veux un pape qui soit serviable à la France. Si, en même temps qu'une promesse de mariage avec Madame Clémence, nous obtenions du roi de Naples qu'il acceptât pour pape un cardinal français. Bouville, vous irez à Naples. À votre retour, vous passerez en Avignon, hâtez ce conclave. Oui, sire. Puisque les cardinaux sont gens qu'on achète, vous pourvoirez d'or auprès de messire de Marigny. Et où prélevez cet or, sire? Dans les caisses du trésor, bien évidemment. Et nous aurons très vite ce pape qui nous fait défaut. Et ce pape, eh bien, il faudra attendre 2 ans pour que le conclave le désigne. Ce sera un Français, comme le voulait le roi de France, le fils de Philippe le Bel. Il s'appelle Jacques Duèze. Il prendra le nom de Jean XXII. Alors Jean XXII, lui, décide de rester, de résider à Avignon. Il était l'évêque d'Avignon. Il décide de rester à Avignon. Il ne décide pas que la papauté sera dorénavant d'Avignon. Elle reste la cour de Rome. Aucun, ça c'est important, aucun des papes d'Avignon d'ailleurs ne considérait que la capitale de la chrétienté, en fait, c'était Avignon. C'est resté Rome, mais la résidence papale, c'était Avignon. Mais on en a vu pour qui l'idéal eût été de regagner Rome, et d'autres pour qui l'idéal était d'attendre. Clément VI se trouvait très bien à Avignon. Un autre successeur. Alors qu'Urbain V, autre successeur, préférera tenter l'expérience, retourner à Rome, où il sera tellement mal reçu qu'il finira par revenir à Avignon. Alors revenons à Jean XXII, le successeur de Clément V. Alors lui va initier quelque chose de très important chez ces papes d'Avignon, c'est qu'ils vont organiser l'Église de la manière dont elle l'est encore un peu aujourd'hui. Les structures administratives, le poids politique de l'Église dans le monde, eh bien, il date en partie de ces papes d'Avignon, Jean Favier. Alors, c'est l'époque où les États se dotent tous de structures administratives qui permettent aux structures politiques de s'asseoir. Ça n'est pas une originalité de la papauté, mais dans l'histoire de la papauté, c'est bien le moment où ça se produit. Mais c'est au même moment que les rois de France développent leur administration, développent leurs institutions, leur fiscalité. Les rois d'Angleterre ont commencé bien un siècle avant, pratiquement. Dans tous les États de l'Occident, on voit se développer cette fonction de gestion d'un État autrement que ce qu'on pouvait faire quand on gérait tout simplement une petite cour, un entourage et une économie domaniale. Il faut rappeler à ce sujet, Jean Favier, que les papes sont des souverains temporels aussi. Hein, on l'a oublié aujourd'hui. Ils ont un tiers de la péninsule. Des territoires, oui. Ils ont un tiers de la péninsule italienne. De ce fait, ils sont très liés
à tout ce qui se passe en Italie, et deux des préoccupations majeures de tous les papes d'Avignon, ça aura été leur relation avec le royaume de Naples et leur relation avec les Visconti, maîtres de Milan. Le pape a donc une souveraineté temporelle, d'une part, et d'autre part, des relations avec les souverains. En partie parce que le pape se doit de jouer un rôle, souvent de médiateur contesté par tout le monde d'ailleurs. Chacun lui reproche de faire le jeu de l'autre. Mais de jouer les médiateurs entre les souverains temporels pour essayer d'établir la paix sans laquelle on ne fera pas la croisade. Mais quand le pape crée une fiscalité... Elles sont finies les croisades, mais il rêve encore d'en faire. Il rêve encore d'en faire, il le souhaite vraiment. Quand le pape crée une fiscalité, développe sa justice, quand il met la main sur les bénéfices ecclésiastiques de toute l'Europe, les bénéfices ecclésiastiques, ça veut dire un archevêché aussi bien qu'une paroisse rurale. Et que le pape va décider qui on y met, donc à qui on la donne. Il faut bien voir l'extraordinaire moyen de pression que ça représente sur les souverains, parce que quand le roi de France recrute, si je puis dire, un chancelier, le chancelier, on ne le paie presque pas, mais on lui donne un archevêché, Reims ou Rouen, et c'est de cela qu'il vit. Donc le pape, en mettant la main sur les bénéfices, se donne les moyens à la fois de rémunérer des services, et puis aussi de lever une fiscalité. Et la papauté devient, à partir de Jean XXII, et très rapidement, dans les 20 ans qui suivent, une puissance financière, avec tout ce que cela implique de présence de la papauté dans les mouvements économiques. Mais alors, justement, une puissance financière qu'elle n'était pas, parce qu'elle dépendait souvent, on l'a vu pour l'élection de Jean XXII, elle dépendait souvent de l'argent que donnaient les rois. Si ces papes aussi, c'était pas pour une caractéristique, ces papes d'Avignon, ça n'a pas été aussi fréquent dans l'histoire que cela, ils ont presque tous été français. Et on leur a reproché d'être, au fond, les instruments des rois de France sur l'Église. Il y avait eu au XIIIe siècle des papes français, on leur avait fait le même reproche. Personne ne faisait aux papes qui étaient originaires, par exemple, de la famille des Orsini ou des Colonna, de faire le jeu des Orsini et des Colonna, c'était la même chose. Ça passe pour assez normal. Qu'ils aient fait le jeu du roi de France, ce n'est pas vrai de manière constante. L'action des papes à l'intérieur de la chrétienté s'exerce le plus souvent par des légats. Ce sont des cardinaux qu'on envoie, et certains sont absents d'Avignon pendant des années, en Espagne, aussi bien qu'en France, ou dans le Saint-Empire romain germanique. Et ces légats, ils ont eux-mêmes leur réseau, ils ont eux-mêmes leurs alliances, souvent familiales, matrimoniales. Guy de Boulogne est le parent de tous les princes de l'Occident, le cardinal de Périgord est le parent de tout le grand baronnage occidental, et on les voit en conséquence jouer souvent un jeu qui est très personnel, au point que finalement le Sacré Collège n'élira jamais ceux-là comme pape. On peut jamais dire que quand même ils ont été soumis, dans la mesure où par exemple Philippe le Bel souhaitait Clément V, ou ses fils ont voulu Jean XXII qui était aussi français, c'était pas désintéressé. Et puis Clément VI a été le conseiller du roi de France. Oui. Il y en a quand même qui ont été chanceliers du roi de France. Donc je suppose qu'ils attendaient quelque chose du pape. Oui, il y a du donnant-donnant, beaucoup moins, me semble-t-il, que ce que disent les Italiens. Les Italiens, ils sont très jaloux, ils étaient furieux de voir les papes en dehors de Rome. Je crois qu'ils appelaient ça la captivité d'Avignon. Oui, ils ont perdu d'abord le prestige qu'apportait la papauté à Rome. Il faut bien voir que Rome, ça n'est pas la Rome de la Renaissance, ça n'est pas la Rome des Borgia, ça n'est pas la Rome de l'époque baroque. C'est une Rome qui, sans le pape, est un peu décapitée. Par conséquent, d'abord, ils regrettent cela. Ils sont veufs. L'Église est veuve, disent les Italiens. Et puis deuxièmement, il y avait les profits, car finalement, si les papes servent les intérêts du roi de France, dans certains cas, mais pas toujours, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuplent le Sacré Collège de cardinaux français. Oui, et puis vous parliez des profits, Jean Favier, c'est justement ce qu'on a beaucoup reproché au pape d'Avignon, c'est d'en mettre quelques-uns dans leur poche, comme l'avait d'ailleurs sans doute fait Jean XXII pour se faire élire, en soudoyant les membres du conclave en 1316, comme le lui avait demandé le roi de France, Louis le Hutin. Je voulais vous exprimer le souhait du roi Louis et de la reine de Naples d'avoir un pape au plus tôt. Quel service attend-on de l'élu? Le roi a besoin de faire annuler son mariage au plus vite. Qu'est-ce qui se passe au conclave? Les Italiens sont contre les Français contre les Italiens, et tous sont divisés entre eux. J'avais 6 voix, 6 Français pour moi, et 3 Italiens. Ça fait 9. Il faut 16 voix. Il m'en manque 7. Combien d'or pouvez-vous me remettre? Eh bien, monsieur le cardinal... Cet or peut m'aider à gagner de nouveaux partisans. Il serait aussi fort nécessaire pour garder ceux que j'ai.
pour un temps. Et l'on entend un chant anonyme de l'époque des papes Avignon, je crois que c'était Grégoire XI, à la fin du XIVe siècle, qui était un des derniers papes d'Avignon. Alors presque tous accusés par leurs détracteurs d'être des papes corrompus, eux, les cardinaux qui les entouraient. Il était très critiqué, cette église d'Avignon. D'abord, il faudrait arriver à distinguer entre les papes. Vous en avez qui vivent très modestement, délibérément, et puis d'autres qui vivent comme des princes et de grands princes, Clément VI en particulier. Mais je crois que le principal reproche qui leur a été fait systématiquement par les contemporains, comme d'ailleurs par les historiens, c'est le népotisme. C'est-à-dire qu'ils nommaient des gens de leur famille. L'accaparement des fonctions. Évêques, oui. Et c'est une forme assez étonnante, mais qui est compatible avec ce qui se passe dans la société civile, c'est que on accumule, on cumule. Vous pouvez être à la fois, vous pouvez pas être évêque de 12 diocèses à la fois, mais vous pouvez avoir 12 paroisses, être archidiacre, être en même temps évêque et à la curie. C'est-à-dire ne pas mettre les pieds dans votre diocèse, pas mettre les pieds dans les paroisses que vous avez, en percevoir simplement le bénéfice. Et de cela, la chrétienté a souffert, et bien sûr, ceux qui n'en bénéficiaient pas étaient les premiers à le dénoncer. Mais ce népotisme qui fait que nous voyons s'accumuler les séries, la famille de Gau au départ, la famille Duez ensuite, la famille Roger après, le Sacré Collège est peuplé de parents du pape. Et puis alors aussi... Les Orsini faisaient la même chose avant. Oui, mais enfin, c'est pas une raison. C'est vrai que c'est peu compatible avec l'idée qu'on peut se faire du message évangélique. Prenez un exemple, le luxe. Alors, il y a un homme qui était très présent à la cour pontificale à Avignon, ça a été Pétrarque. Et Pétrarque a été d'une dureté avec la papauté d'Avignon. Avignon, c'est Babylone, l'enfer des vivants, la sentine des vices, l'égout de la terre. On l'a entendu au début de l'émission. C'était terrible. La description par Pétrarque, qui l'a connu, de ce qu'était Avignon. Ça aura été le manque de chance des papes d'Avignon d'avoir contre eux Pétrarque. Oui. Avec le génie verbal de Pétrarque, évidemment, il les a descendus en flammes. Mais est-ce qu'il y avait du vrai là-dedans? On parlait même de débauche, non, certainement d'orgie. Pas dans la débauche. La débauche, je vous dis pas qu'ils ont tous été extrêmement vertueux. Ce n'est pas ça qui frappe le plus. Ce qui frappe le plus, c'est l'accaparement. Et bien sûr, autant de Clément VI, c'est le luxe. Voyez-vous, souvenons-nous de ce qu'est le palais des papes. Il y a deux palais. Vous avez le premier, c'est une austère bâtisse construite par Benoît XII, parce que c'est un outil de gouvernement. Réunir autour de lui dans la même maison tous ceux qui travaillent au gouvernement de l'Église. Mais le successeur, lui, en fait un outil Clément de prestige. Oui, au milieu du XIVe. Mais nous sommes déjà dans l'esprit qui va... La Renaissance. Que vont refléter les trésors du duc de Berry, si vous voulez, avec ses châteaux. Vous vous souvenez certainement de Meun-sur-Yèvre, le château du duc de Berry. Là, un prince doit être un mécène, et le pape se considère comme un prince. D'où un deuxième palais, jointif du premier, qui lui voit à la fois venir les architectes français, les musiciens flamands, les peintres italiens. On achète... C'était presque la Renaissance à Avignon. On achète de l'enluminure, on achète de l'orfèvrerie, on achète de l'émail limousin. Ah oui, c'est une première Renaissance qui précède à Avignon le début de l'humanisme. Et dans une ville, on l'oublie aujourd'hui, Avignon n'est plus une très grande ville française, qui était une des plus grandes de ce qu'est devenu aujourd'hui la France. C'était presque aussi important que Paris, c'était un grand carrefour commercial. Tout simplement parce qu'il y a un marché de consommation fabuleux. Quand vous réunissez dans une même ville de petite extension, quand vous réunissez des gens qui ont la capacité financière de ces cardinaux qui cumulent les bénéfices, plus des grands marchands qui viennent évidemment s'y établir, eh bien vous avez inévitablement un marché des affaires, un marché de l'argent, et en conséquence des mouvements. Avignon devient une plaque tournante des mouvements financiers. Et il n'est pas une compagnie florentine ou lucquoise de ce nom qui n'arrive ou ne cherche à arriver à s'y implanter et à avoir
sinon toujours le monopole, tout au moins avoir place dans les affaires pontificales. Approvisionner la cour pontificale, c'est une bien belle source de revenus. Il y a une chose aussi qu'on oublie quand on parle d'Avignon, de Carpentras aussi, du comte avenéssin, c'est l'importance qu'avait la communauté juive dans cette région. À l'époque, c'était la plus ancienne communauté juive de France, pratiquement ce qu'on appelait les juifs du pape. Pour une raison très simple, c'est qu'Avignon étant et Avignon, dont le pape n'est pas propriétaire au début, dont il est propriétaire ensuite. Et le comtat, dont le pape est propriétaire depuis le XIIIe siècle, sont hors du royaume, et donc les mesures édictées par les rois de France contre les juifs n'y sont pas applicables. Alors, de surcroît, il se trouve qu'il y a une personnalité... Ils étaient protégés par les papes. Mais oui, il y a une personnalité hors du commun, c'est ce Clément VI que j'évoquais tout à l'heure, car c'est un prince fastueux, mais quand la peste noire frappe la ville d'Avignon, il est de ceux qui ne s'en vont pas, qui restent avec le peuple pour souffrir et de préférence survivre, mais qui reste, qui veut donner l'exemple, parce que sinon il n'y a plus un médecin. Et c'est Clément VI qui a interdit de toucher aux juifs que les chrétiens auraient volontiers tenu pour responsables de la peste. Alors, il y a d'autres calamités qui se sont abattues sur Avignon, ou d'autres calamités que la peste. Il y a notamment les soldats de ce qu'on appelait les grandes compagnies et dont le roi de France voulait se débarrasser. Nous, Charles, 5e du nom, roi de France, à notre très aimé et très féal capitaine Bertrand du Guesclin, demandons ce qui suit. Mon messire Bertrand du Guesclin nous promettra sur foi et serment de débarrasser le royaume des grandes compagnies qui affligent le pays. Je suis venu à vous de par le roi qui tient la France, pour vous emmener sur les païens, une sainte entreprise qui nous vaudra l'absolution de nos péchés. Vous serez bien payé au pape. Avec l'absolution, je demanderai une aumône de 200 000 doublons d'or. Quelle nuit pour le royaume, messire. La France se débarrasse de sa vermine, Jacques. Et cette vermine, comme on vient d'entendre dans cet extrait de film, eh bien, du Guesclin va la conduire en Espagne en passant par Avignon. Rappelons peut-être déjà, Jean Favier, ce qu'étaient ces grandes compagnies qui ont dévasté toute la France. En fait, il y en a une qu'on appelle la grande compagnie. Alors, on dit souvent les grandes compagnies. Une compagnie, c'est un ensemble d'hommes d'armes dont le capitaine se fait payer pour apporter le service de sa compagnie à un prince, à un roi ou au pape, et le capitaine paie ses hommes. Donc, une compagnie, c'est un ensemble de combattants. Seulement, le jour où la guerre cesse, ou bien où la guerre change de théâtre d'opération, et après la défaite de Poitiers, le traité de Bretigny-Calais, on a moins besoin de soldats. Des soldats se retrouvent sans embauche. Se retrouvant sans embauche, que voulez-vous que fassent ces gens qui ne savent vivre que de la guerre? Eh bien, ils deviennent des pillards. Et ils deviennent redoutables parce qu'ils savent ils savent prendre une ville, ils savent prendre une petite place, ils savent tuer. Et parce que ce sont pas quand même des gens très raffinés, quand ils n'arrivent pas à obtenir tout ce qu'ils veulent, ils mettent le feu. Ils sont donc une terreur, et la vallée du Rhône, qui conduit en particulier vers l'Espagne, et c'est le chemin emprunté par du Guesclin, quand le roi de France lui dit emmenez-les en Espagne, mais il y en a d'autres qu'on enverra en Italie. Si seulement ils allaient faire la guerre ailleurs. On n'a pas les moyens de les payer, eux ils n'ont pas les moyens de se faire payer, il faut qu'ils vivent. Alors ils passent par Avignon, il y a un pape qui s'appelle Urbain V et qui le rançonne littéralement. Mais on se trouve très bien à Avignon d'avoir refait à neuf, si je puis dire, l'enceinte, autrement dit d'avoir agrandi la ville et d'avoir enclos de murs très forts, ce qui avait été initialement des bourgs et des faubourgs extérieurs à l'enceinte, parce que l'Avignon des papes est évidemment plus grande que l'Avignon antérieure. Alors, on avait peuplé les abords de la ville, et on s'est trouvé bien d'avoir enclos ces abords d'une forte muraille. Il n'empêche qu'il a fallu payer la rançon non seulement pour Avignon, mais pour les autres places du comte avenéssin. Alors Urbain V, lui, sera un des derniers papes d'Avignon. Enfin, on verra qu'il y a une deuxième époque, mais je crois qu'il ira à Rome, Urbain V. Alors Urbain V va à Rome. Et puis ça, c'est la promesse que vous étiez les papes, et lui, il la réalise. Ah oui, il se l'était promis. Bon, il y va. Tout le monde lui dit de pas y aller, il y va quand même, et finalement ça se passerait mal, il revient mourir. Et son successeur, Grégoire XI, lui, y restera, pour la forte raison qu'il y mourra, et quand Grégoire XI y meurt, eh bien, vous le savez, c'est l'éclosion du grand schisme. Les Italiens disent, on veut maintenant un Romain, ou à tout le moins un Italien. Malheureusement, ils font le choix d'un homme qui
grisé par le pouvoir, devient impossible. Alors, il faut rappeler pour ceux qui l'ignorent ce qu'est le grand schisme. Car les problèmes de l'Église ne s'arrêtent pas quand les papes rentrent ou reviennent à Rome. Il y a qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir à un moment donné, pendant une quarantaine d'années, 2 et parfois 3 papes qui règnent en même temps sur la chrétienté. Le pape, ça a été durable. Et chacun dont l'un était à Avignon. Hein. Oui, j'allais vous dire, dont l'un était à Avignon, mais surtout, chacun des deux étant le pape pour la moitié de la chrétienté occidentale. Ce ne sont pas des antipapes comme on en avait connu, qui étaient un peu en l'air et qui s'effondraient rapidement. Chacun d'entre eux est le pape. C'est pourquoi d'ailleurs je n'ai pas dans mon livre employé le terme antipape. Parce que chacun des deux traite l'autre d'intrus. Oui. Il s'excommunie. Oui. Ce qui est tragique pour les chrétiens, ça veut dire que toute la chrétienté était excommuniée. Non, c'est pas tragique du tout, parce qu'ils sont excommuniés par le pape qu'ils ne reconnaissent pas. Oui. C'est donc par conséquent, il n'y a pas de drame là. Mais pour le chrétien, on est très attaché à la religion. À cette époque, on se dit, mais mon Dieu, à quel pape vais-je me vouer? Le chrétien de base, lui, l'essentiel, c'est qu'il y ait un curé. Qu'il y ait 2 papes ou un, ça le touche peu. Ça touche beaucoup les évêques, ça touche évidemment les princes qui ont à prendre parti, ça touche les universitaires qui se battent maintenant et qui commencent de jouer à cause de ça un rôle important dans l'Église. Un rôle qui va triompher au Concile de Constance et au Concile de Bâle. Les universitaires, j'allais dire, font la loi dans l'Église, parce que c'est eux qui décortiquent la situation du point de vue théologique et juridique et qui préconisent des solutions. Mais pour le chrétien de base, le drame, c'est pas qu'il y ait 2 papes, c'est quand il se trouve qu'il n'y a plus d'évêque, plus de curé, et qu'il n'y a personne pour vous enterrer au cimetière, qu'on vous enterre sous le pommier. S'il n'y a plus personne pour baptiser, là est le drame. Alors, en tout cas, cette situation absolument insensée dans l'histoire est rare, dans l'histoire du christianisme, parce que c'est même pas des antipapes. Vous dites c'était 3 papes en même temps, ou 2. Alors ça s'arrête en 1414, lorsque le Concile de Constance destitue 2 papes, pousse le dernier à démissionner, et puis il y aura plus qu'un seul pape désormais. Et on renoue avec la tradition, voilà. C'est un Colonna qu'on élit. Et autre tradition aussi, c'est que désormais les papes ne sortiront plus, sauf pour partir en voyage, sauf dans certains cas comme Napoléon par exemple, qui fera partir Pie VII de Rome, mais ils quitteront plus la ville éternelle. Ils quitteront en tout cas plus l'état pontifical. Et ils vont y construire plus tard, parce que ça n'existe pas encore, ils vont y construire Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut pas dire quand même, Jean Favier, compte tenu des critiques qui ont été celles qu'on a formulées contre les papes d'Avignon, est-ce que un siècle avant, ça n'annonce pas déjà ce qui sera la réforme, la révolte au fond de la moitié du christianisme, en fait qu'une partie du christianisme, et de Luther? Luther faisait beaucoup référence à cette papauté d'Avignon, il pensait un peu comme Pétrarque, qu'elle était complètement débauchée. Il n'y a pas de doute que cette papauté devenue une puissance temporelle et une puissance financière. Cette papauté qui en est à utiliser des expédients financiers, notamment la vente d'indulgences. Et cette papauté qui est objet de scandale quand on voit 2 papes qui préfèrent s'accrocher au pouvoir plutôt que de favoriser l'union, ça a sérieusement ébranlé les consciences et c'est pour beaucoup, et en Angleterre et ailleurs, dans ces prémices de la réforme qui conduiront à la réforme proprement dite. En tout cas, ça n'a pas empêché Avignon de rester une très belle ville avec tous les vestiges qu'ont pu y laisser les papes. En tout cas, je vous remercie Jean Favier. Pour en savoir plus sur cette affaire, je recommande la lecture de votre livre, Les papes d'Avignon, publié aux éditions Fayard. À lire également un beaucoup plus petit livre, mais assez concis, La papauté d'Avignon d'Ivre Noir aux éditions Jean-Paul Guissereau, collection Histoire. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Les Rois Maudits de José Dayan, en coffret de 3 DVD France Télévisions, ainsi que du film Du Guesclin de Bertrand de Latour chez René Château Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Lédouine Caron et Patrick Henry, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.